Yeah! Bienvenue dans The Doc House, vous êtes avec Doc Shadow, installez-vous confortablement car aujourd'hui on reçoit un invité de marque. J'ai nommé Papy Fredo. Fred, sois le bienvenu dans l'émission The Doc House. Yes, merci Doc, big up. Y a pas de souci, c'est un plaisir de te recevoir dans l'émission. Comme je t'ai le dit, je t'écoute depuis très longtemps déjà. Voilà, on te suit depuis très longtemps avec Osmose et puis t'as une histoire assez riche quand même, bien remplie. Donc on va pouvoir développer tout ça. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu peux éventuellement te présenter rapidement pour ceux qui ne te connaissent pas et puis ensuite on va rentrer dans le vif. Je t'en prie. Moi c'est Papy Fredo, je suis rappeur. J'ai produit des trucs, surtout les miens, depuis une trentaine d'années dans le rap français, depuis tout gosse. Et je me suis professionnalisé au niveau du son avec les années et aujourd'hui on est là. Yes, et voilà, c'est un plaisir, on va creuser. Donc avant de rentrer dans ce que tu as fait, est-ce que tu peux nous parler de ce que t'écoutais quand t'étais petit, dans ton enfance, adolescence, ta base, on va dire. Je t'en prie. Allez, je cite James Brown, toute cette vibe Motown, tout ça aussi derrière. En reggae, j'ai surtout été bercé par le reggae. Les souvenirs les plus anciens que j'ai, c'est Charlie Chaplin, toute cette sauce de MC. D'accord. De la toute première époque, je me souviens, on avait quoi 8-9 ans et je connaissais déjà quelqu'un qui... J'ai toujours été au bon endroit pour le son. Comment ça se fait que tu as été bercé par le reggae comme ça? Tu connaissais des gens parce que c'était une époque, Lil P, il en parlerait aussi mieux que moi. C'est une époque où c'est le raga qui avait la main. Hein. C'était pas encore le rap qui avait la main. C'est ça. Le rap existait déjà, le rap français, tout existait déjà. Mais sur la scène underground, sur Paris en tout cas, c'était le raga qui était en place. Parce que toi, t'es de 73, hein, c'est ça? Ouais, 73. Donc oui, t'as grandi dans les années 80 au niveau musical. Donc c'est vrai que c'est des grandes années pour le raga. Ah là là, magnifique. C'est vrai. Et d'ailleurs, les premiers artistes majeurs qui ont percé, c'était des artistes raga d'ailleurs. Ouais. C'est vrai qu'ils avaient déjà une grosse organisation. Je me souviens, ils arrivaient à sortir des petits 45 tours, même en France, hein, je parle. Ouais, c'est ça, comme en Jamaïque. C'est important. D'accord, donc ta base, c'est surtout toutes les musiques caribéennes, on va dire, notamment le reggae, raga. Ouais, mais vu d'ici. Ici, il y avait aussi... Moi, je suis un gamin de Paris, moi. Il y avait de la funk, il y avait toute la variette, c'était déjà un berceau musical depuis toujours. Non, mais c'est... Et voilà, donc c'est ça qui est beau, c'est qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de rap hip-hop spécifique, mais nous, il n'y avait pas ces références spécifiques. Il y a le rap qui commençait à émerger aussi aux États-Unis, qui cartonnait bien. Mais c'était déjà les États-Unis par rapport à nous. Il y avait déjà un différentiel. D'accord. Et du coup, qu'est-ce qui va faire que... Parce que vu que tu as dit que c'était surtout le raga à ta base, qu'est-ce qui va faire que j'adorais. Ouais. Voilà, qu'est-ce qui va faire que tu vas plus bifurquer vers le rap, en tout cas dans la pratique musicale? Le graphe. Ouais, parce que mon premier pote B-boy, c'était Jill Tismé de TSN. Ah. Et lui, il était dans le graphe à fond, J. Et on avait 12-13 ans peut-être. Vous habitiez au même endroit Non, moi j'étais où lui, il était dans le 19e. Et moi j'étais dans le 18e. D'accord. Ouais. Donc c'est par le graphe avec Jill Tismé que tu vas rentrer dans le hip-hop, on va dire, quoi. Ouais, c'est ça, exactement. Okay. On est parti en Espagne et tout. On est allé voir les graffeurs de là-bas. C'était top. Et à l'époque, c'était un truc... C'était très excitant quoi à faire. Ah oui. Tu m'étonnes. Ok, d'accord. Bon, c'est pour l'entrée, voilà, comme ça on a la base. Alors je sais que quand tu vas te mettre à rapper, alors vers quelle année déjà tu vas te mettre à rapper, à vraiment écrire tes premiers textes? Franchement, je faisais une espèce de raga français que j'essayais d'adapter à ma sauce en impro, parce que l'impro ça existait déjà à l'époque. Hein. Dans le raga, surtout il y avait dans le raga. Ouais, dans le raga, ils improvisaient. Attention, hein, c'était dangereux. Et donc, c'est ça qui m'a forgé un peu. Et après, oui, c'est venu j'ai rencontré... Bon, le rap, c'est arrivé avec Tepa. Tepa, de Diabu System. Bien sûr, paix à son âme, bien sûr. Paix à son âme. Repose en paix. On s'est rencontrés en seconde. D'accord. Donc, en seconde, on avait 16-17 ans, quoi. Et le frère de Tepa, c'était Mistadi, qui était déjà DJ à l'époque. Qui est dans le Diabu System, dont on va parler, bien sûr. Diabu System, ouais, avec Abuse. Et moi, j'étais à l'école avec son frère Tepa. Et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. D'accord. Après, Diabus c'est arrivé, et puis après, c'était du rap, quoi. Mais c'était du rap raga, hein, attention. Hein. Parce que Mistadi, tout ça, c'est des Africains.
moitié africain, moitié je sais pas d'où, des Caraïbes ou je sais pas où, des gars, ils étaient dans le raga à fond, dans le même rap à fond. Abuse, Ah qui ouais. lui n'est pas africain, Non, lui, ça- lui aussi, il était en mode raga aussi, tu sais, dans son flow, il faisait Ouais, beaucoup ouais, de exactement, roulements. ouais, exactement. Mais c'est une époque où c'était ça à la mode. Le mec d'Alliance Ethnique, il faisait ça. Solar, il faisait ça. C'est Bien Solar sûr. qui a amené ça sur son morceau, là. Et c'était une Exactement. époque où... Mais ça a toujours été l'époque où faut rapper vite, avec plein de... C'est ça qui a toujours renouvelé les vibes, en fait, les générations dans le rap. Ah, c'est ouf. Et aujourd'hui, c'est encore ça, hein. La Jersey, c'est quoi? C'est accélérer Ouais, le ouais, truc. non, mais c'est ça. Non, mais Et ça, t'as tout ça dit. redébouche sur autre chose après. C'est ça. Et du coup, bah, tu nous parlais donc du D-Abuse System. Donc tu rencontres Tepa qui ne rappait pas encore à ce moment-là d'ailleurs. Non, mais il s'occupait un peu des bails de son frère. Parce que son frère, Mistadi, là, c'était déjà un technicien. Il avait déjà ses MK2, ses disquettes et tout. Après, quand il s'est mis à faire des instrus, très tôt, il avait un S950, un AK, il échantillonnait. Il avait toute une collection de disques de soul dans lesquels il allait piocher les pieds là-dedans. Il les mettait dans l'ordi, il les retravaillait. Donc, il a Ah non, toujours mais été très, très fort avec ça. Et c'était un grand DJ en plus. En passe-passe, en scratch et tout, il était frais. Bien sûr. Et c'est le moment où tu vas commencer à faire leur bac, du coup? C'est vers cette C'est période? arrivé après, quand ils ont commencé à se professionnaliser, parce qu'au début, ils faisaient des tours, ils tournaient que tous les deux dans les boîtes de nuit. D'accord. Abuse et Mistadi. Et après, quand il a commencé à avoir des concerts, les concerts, c'est arrivé quand D s'est posé pour faire des instrus, qu'il a commencé à faire des instrus pour tout le monde. Ok. Et là, on s'est tous mis à écrire, à faire sur ces instrus, et puis là, ils ont... Je sais même pas combien d'inédits ils ont. Ah bah oui, bah alors là, c'est Ah ouais, c'est une mine. Ça, c'est clair. Et après, ouais, je suis arrivé sur scène avec eux, faire les bacs. Et D'accord. après, Tepa, c'était le président, on l'appelait. C'était parce que c'est lui qui s'occupait de toute l'organisation de Oui, Diabus. le côté administratif, Voilà, on va c'est dire. ça, tout aussi. D'accord. Ok. Oui, Et oui, c'est après, il est important. arrivé sur scène aussi. Puis En mode après, backer, après la suite de leur carrière, on connaît. Bah oui, bah déjà, faut préciser qu'en 95 ou 96, je sais plus, tu poses sur le titre Ne reste pas de glace. Donc c'est sur le projet de Ça, Abuse c'est System, ouais, ça se passe. 95, 80. Ouais, sur ça se passe. Voilà, et c'est là où on peut t'entendre. C'est ta première apparition discographique à peu près Ma première apparition discographique, c'est un maxi avec Sissi Rider et Omar D, Oh là là, d'accord. qui a été produit à 200 exemplaires, mais c'était genre quelques années plus tôt. Ça devait être en 93, 92. Et c'est un truc, ils sont allés l'imprimer à New York, Ok. ils en ont fait 200 et j'ai jamais vu moi après. Mortel. Je sais pas Sissi si c'est... Rider, donc, qui était dans Made in Paris. Ouais, c'est ça. Et Omar D, tu Omar peux D, nous dire c'était qui? son rappeur. D'accord. Voilà, ok. c'était le petit Omar qui rappait dangereusement, déjà rapide à l'époque. Ah bah c'est ouf. Ça, c'est ma plus ancienne apparition. Et après, c'est sur Ça se passe. Puis après, j'ai fait les trucs avec Ex Nihilo. Sur, Ah oui, bah, j'ai fait DJ Enough, tout ça. Je voulais t'en parler d'Ex Nihilo parce que je sais que t'apparais donc sur la compile Bastillon, Ouais, qui est exact. légendaire. Bah, c'est légendaire parce que c'est une des premières compiles qui montrait que la province était vraiment OP, quoi. Parce C'est que tous les mecs de l'Ouest. C'est le Nord-Ouest, c'est ça. C'est ça, le Mans. méridien Ouest, on appelait ça. Le Angers, Mans, tout Angers. Ouais. D'accord. Et Ex Nihilo, lui, il venait de là-bas, c'est ça? Non, Ex Nihilo, il est de Paname. Ok. Ils sont de Montreuil. Mais D'accord. là-bas, il y avait toute la sauce Soul Shock, Prince d'Arabie, Junior Neka. Il y avait le plus connu de toute cette sauce-là qui est sorti, c'est Camnouz. D'accord. Voilà. Voilà, allez fouiner en tout cas la compile Bastillon. Camnouz, il vient de cette région-là. Ah, mais c'est ouf. Bah ouais, c'est ouf. Il y avait Baraka Possa aussi dessus. Ouais, exactement. Ah, Et ils étaient déjà bien en place et ils ont fait cette compile quand on s'est rencontrés en fait. Moi, je tournais un peu avec Ex Nihilo, déjà dans un studio à Montreuil. Et après, eux, je sais même plus comment on s'est rencontrés, puis on a tourné ensemble, on a fait des concerts ensemble, les francopholies ensemble. C'était mais chaud. Je la conseille à tout le monde cette compile. Hein. Vraiment, elle est incroyable. Et puis le morceau, même ton couplet, voilà. En plus, il y a Merde. Princesse Agnès qui enchaîne derrière toi. Enfin, c'est vraiment un truc de dingue. Allez écouter. Et aussi, évidemment, on va parler de Guet-Apens. Voilà, qui est majeur. Parce que c'est la même période ouais, aussi. J'étais en train de me demander c'était quand. Ouais, c'est fin 96, ils Ouais, ont commencé à enregistrer. c'est la même période. C'est 96, Guet-Apens. Comment ça... Parce qu'on sait que donc, le DA System, parce qu'on l'a pas précisé, mais le DA System, donc Ça c'était le nom... n'existait pas encore. D'accord. Non, il n'y avait pas le DA System, Parce que c'était sur Diabus. dans Bastillon, Princesse Agnès, elle dit, il me semble, Elle je dit représente le donc DA ça System. existait encore, parce que Guet-Apens c'est arrivé après. D'accord, ça commençait à se créer, quoi. Ouais, D'accord. ça commençait à se créer. Et Guet-Apens, parce que Weedy et le TIN, ils ont demandé à Mistadi de faire un album, de leur faire les instrus. D'accord. Et C'est comme lui ils se sont qui- bien entendus,
Ils sont venus en fait à la maison chez Oda System et ils ont fait le truc, ils ont écrit chez nous quoi. D'accord. Et ils ont sorti Guet-apens de là-bas et ils ont tout cogité le truc, tout. Ah, c'était charmé. Oui, parce qu'il y avait un concept où chaque titre c'était un titre de film. Voilà, c'était fort. D'ailleurs, je te pose la question, toi, t'étais là pour l'idée de ce morceau? Moi, j'ai tout vu. 8 degrés bah, 6, moi, je traînais raconte-nous 8 un peu ça. Ouais, ils m'ont demandé de faire du 8 degrés 6, justement parce que je buvais de la 8-6. C'était une période un peu sombre. mais j'étais là, moi, dans le Diabus, bah oui. Okay, c'était beau, d'ailleurs. Il y avait Oxmo aussi qui était là. Et il y a tous les mecs que tu vois aujourd'hui, ils sont passés par là, quoi. C'était chaud. Parce que ce morceau, bah oui, il y a même Joey Star dessus. Ouais, ça c'est parce que Weedy et Yen, c'est eux qui ont décidé des duos, qui allait être avec qui, sur quels instrus, quel allait être le titre. C'est eux qui ont tout réfléchi. Hein. Ok. Attention. Gros big up à eux, en tout cas, parce que c'est vrai que c'est un projet majeur. Hein. Guet-apens, ça c'est clair. Allez écouter, hein, bien évidemment. Il y a aussi la compile Nord-VS Sud. Nord contre Sud, c'est Scarper, big up Scarper. Don Scarper, bien sûr. Il est bien là. Alors comment t'as créé ce morceau-là, du Nord au Sud Parce que c'était le concept de la compile. Il a dit, c'est une compile, ça s'appelle Nord contre Sud. Je me suis dit, je vais faire un morceau sur le thème, quoi, comme toujours. Quoi. On fait toujours le morceau pour la compile. Quoi. Mais je veux dire, cette façon-là, tu sais, où tu cites des villes, parce que c'était ce qui se passait. Je travaillais avec Popeye, je tournais jusqu'à Draveil, je tournais jusqu'à Juvisy. Et c'était ma vie de rappeur de l'époque, quoi. Je prenais mon RER, je descendais, j'allais faire du son sur les instrus dans les home studios, et hop, après je remontais avec mes sons. Ah ok, là on va voir tel. J'ai fait ça un peu partout, quoi. J'ai tourné un peu partout en Ile-de-France, et même plus loin. Faire des morceaux studio inédits, que moi-même je sais pas où ils sont. Il y a que ça de vrai. Bah ouais. Non, mais ça tue en tout cas. Bah, voilà, pareil, un compile légendaire, un Nord-VS Sud, vraiment. Ouais, celle-là, elle était bien, c'est vrai. Et Police après. Bah oui, Police, bien évidemment. Bah oui, alors. Ça, Police, je savais pas que ça allait faire un carton comme ça, moi. Comment t'es arrivé sur cette compile? Parce que le mec qui a fait la compilation Police, c'est le mec d'Article, Vincent Stora. D'accord. Comment tu l'as connu? Je sais plus comment c'était. Parce qu'en fait, à l'époque, quand une compile se faisait, la rumeur tournait qu'il y avait une compile qui se faisait sur tel thème. Et après, tu chinais, tu te retrouvais à essayer de trouver le contact pour pouvoir avoir le plan de cette compile, et tu faisais le morceau en fonction. Et là, c'était la compile Police, et fallait écrire sur la police, etc. Et tout le monde a écrit sur la police. Et donc, de là est né le morceau Kiss Day. Voilà, lui, il a entendu mon morceau Kiss Day, parce que j'avais pas de beatmaker au moment de faire cette compile. Et c'est un beatmaker à lui, Miko Nico. Oui, bien sûr. Qui faisait les beats pour Passy. Okay, qui m'a lâché l'instru et qui m'a enregistré ce morceau-là. Mortel. Bah, voilà. L'instru est magnifique, hein, voilà, c'est clair. C'est son instru, mais je l'ai jamais retrouvé, Miko Nico, je sais pas où il est. Ça déboîte. Non, franchement. Donc tu te retrouves voilà, sur cette compile par le biais d'Article Records. Ouais, c'est ça. Alors je sais que c'est comme ça que vous allez. Que ton premier album va naître. C'est avec exactement. Après, il m'a un petit peu voilà, de la naissance. Lui, il était chaud, il a dit si t'es chaud, je te produis un album. Et puis moi, comme j'étais prolifique, j'ai enquillé un album. Et c'était mon premier album solo que j'ai fait spécifiquement pour ce projet-là, quoi. Donc qui est sorti en 97, hein, c'est ça? 97, ouais, avec mes beatmakers, ma prod et tout. Voilà, c'est mon premier album. Ce que j'appelle un album, moi, c'est quelque chose que j'ai écrit spécialement pour tous les titres sans boîte. Je l'ai fait les instrus tous sans boîte pour faire une unité. Il y a un vrai, en tout cas, il y a un vrai. Bah, c'est un album légendaire, hein, ça. Allez l'écouter pour ceux qui l'auraient pas écouté. Plus, ouais. Alors déjà, le titre Gaz mon petit, ça vient d'où ça? Gaz mon petit, ça c'est parce que sur la compile Guet-apens, je commence, il y a un freestyle et je commence mon freestyle en disant Gaz mon petit, calme mon blase devant ta face. Et c'est Rof qui me charriait. Parce que Rof, c'était pas un petit, mais c'était un MC qui était déjà là dans Et puis il était dans l'entourage, voilà, on l'entend hein, sur Guet-apens. Et quand il me voyait, il disait tout le temps Gaz mon petit, Gaz mon petit. Et ça le faisait rire. Ok, d'accord. Et donc ça t'est resté et tu t'es dit je vais appeler l'album comme ça. Pourquoi pas, tu vois, je sais pas comment c'est tombé après, mais c'est à ça que ça me fait penser, quoi. D'accord. Ah, mais c'est ouf. Et je voulais te parler quand même un petit peu décortiquer le morceau Lève le bras en l'air. Avec Jill Tismé. Voilà, c'est Jill Tismé qui fait la prod. C'est lui qui ouvre l'album, qui fait ouais, exactement. Il rappe dessus en plus, il me semble. Il fait l'intro. Ouais, il fait l'intro dessus. Et c'est un sample de KRS-One. Ouais. C'est un artiste qui a beaucoup compté pour toi, j'imagine. Parce que justement, pour la transition, pour passer du raga au rap, il y a des artistes qui m'ont aidé quand même, que j'ai écouté, quand j'ai entendu KRS-One, quand j'ai un peu plus tard, un peu plus tard pour Righteous Teachers.
Encore plus tard, il y avait les... comment ils s'appellent, là? Les Da Bush Babies. Ok. Tu vois, eux, ça, c'est des quinries qui ont amené des... Et après, il y a eu le Fujis. Voilà. Et puis après, c'était le crossover était fait, quoi. Ok. Oui, Et moi, c'est ces artistes-là qui m'ont aidé. Un petit peu Redman, parce il avait des vibes un peu raga au début, quelque part. Ah non, mais c'est ouf. Et Busta Rhymes, mais bon, il avait pas 50 000 trucs, Busta Rhymes. Il avait pas encore fait l'album de Leader of the New School. Il avait des feats, quoi. Et sur les feats, il tuait ça en raga aussi. Et c'est ça, moi, qui m'a permis j'imagine. de faire la transition. Ok. Et il y a un morceau aussi dont je voulais te parler, donc c'est Fais ton truc. Donc c'est une reprise des Isley Brothers, hein, It's Your Thing. Exactement. Tu l'as écouté. Ah bah attends, on fait les choses bien quand même dans The Doc Ops. On est sérieux. Et genre en mode donc c'est avec Miss Candy Brown. Ouais. C'est ça. Ouais. Miss Candy Brown, c'était une chanteuse américaine ou... Une chanteuse d'une 60aine d'années déjà à l'époque. D'accord. Qui chantait sur des bateaux de croisière. Incroyable. Tu l'as rencontrée comme ça sur un... Je l'ai rencontrée parce que elle était serveuse et elle était serveuse dans un bar concert, et après quand elles avaient fini de faire le service, elle passait sur scène pour chanter avec un orchestre. Ok. Et elle, c'était une des chanteuses. C'est incroyable. Je l'ai filé comme ça. Donc c'est pas une artiste hyper connue, c'était... Non, mais elle a eu sans doute elle a vendu quelques disques et tout, donc peut-être dans les années 70, je sais pas trop, quoi. D'accord, c'est incroyable. En tout cas, elle était incroyable. Allez l'écouter, hein, ceux qui n'ont pas forcément entendu ce morceau, c'est vraiment... Elle a tourné sur scène avec nous, hein, quand on est allé au Francofolie, justement avec les mecs de Soul Shock et tout, je l'ai ramené. Mortel. Elle a fait le show avec nous. Ah bah tu vois, alors, c'est des souvenirs, ça. Bah franchement, en tout cas, c'est de la bombe. C'est un de mes morceaux préférés de l'album. Hein. Il est franchement, ça tue. Et je voulais te parler aussi, t'en as parlé un petit peu avant, je crois, mais de Lyon Scott. Ouais, l'un des frères de Joey Starr qui fait une interlude dessus. Ouais, aussi. C'était la première fois qu'il posait un micro. C'est moi qui l'ai chiné. D'accord. Parce que c'était son label, en fait. Donc, oui, c'est ce que tu nous... Alors, Artical, voilà, donc il y avait... Scott Lyon, il y avait Vincent Stora, voilà. et Stéphanie qui t'a fait avec eux. Stéphanie, d'accord, ok. Et donc c'est voilà, mais tu le connaissais déjà, Lyon Scott, donc c'était naturel qu'il fasse une interlude. Il était danseur quand j'étais petit, je le voyais. Lyon Scott, pardon, c'était déjà une figure du rap français, quoi, de l'époque, quoi. Oui, gros danseur, hein, Lyon Scott, oui, bien sûr. Attention. Et il y avait aussi le morceau de Paris à Angers, donc avec Prince d'Arabie. C'est ça. Ben c'est ça. Prince d'Arabie, pour moi, c'est lui qui m'a fait passer le cap old school, new school. Parce que c'est lui qui est arrivé avec une technique qui niquait tout. D'ailleurs, tout le monde était d'accord sur Paris quand il l'entendait, que ce soit les mafias Quinfri, les machins. Parce que tout le monde entraînait tous ensemble. Et moi, je l'avais ramené. Et tous, ils étaient unanimes que ce mec, il déchirait tout. Et c'était ça, il venait de la province, il venait de Laval. Oui, bah c'est ce dont on parlait tout à l'heure avec la compile Bastion, voilà, c'est ça, exactement. Oui. Et c'est ça le truc. Et quand j'ai fait ce morceau avec lui de Paris à Angers, parce qu'il habitait à Angers, il tournait avec les Soul Shock. D'accord. Parce que le Soul Shock, c'est lui et Junior Neka. D'accord. Et c'était un rappeur hors pair. Hors pair. Très très fort. Popeye, il le kiffait, le mec avec qui j'avais un... Popeye, c'est lui qui faisait la plupart des prods sur cet album. Faisait les prods, ouais. Et il y a eu Miko Nico aussi qui faisait quelques prods, il me semble. Puis Jill Tismet qui a fait le premier son. Ok. Ah bah ça déchire, en tout cas voilà, c'est un album légendaire. Et d'ailleurs, on en parlait avant de filmer, je sais que Night and Day était dans la partie aussi. Ouais, ceux qui l'ont distribué, ouais. Bah, ça c'était les bises entre eux, quoi. Oui, bien sûr, mais c'était quand même... Enfin, à cette période-là, Night and Day, il sortait que des tueries. Ouais. C'était à chaque fois... bien sûr. Avec Patrick Coleoni qui gérait bien le truc. Ils avaient un bon catalogue, c'est vrai. Non, ça déchire. Et est-ce qu'à cette période-là, parce que je sais que tu as une certaine promo quand même, tu sais, j'ai bien fouiné. Ouais, c'est clair. Je sais que tu étais passé sur MCM. Ouais, je suis même dans des magazines et tout. Mais j'étais jeune. Je faisais le con, j'étais un petit con. C'est vrai, parce que j'ai vu une vidéo où tu passais dans Captain Café. T'as vu, j'étais insolent. T'étais énervé. Et encore, ils ont pas tout montré. On leur a mis le feu, on leur a mis. Les mômes, ils nous criaient comme ça. Oh, mais ça, ils l'ont pas mis, putain. Qui fait que, voilà, ils l'ont tourné à leur sauce un peu. Non, mais c'est... Oui, c'était chaud. Très grosse soirée, les Captain Café aussi. Hein. Ouais, c'était bien ça. Il y avait des bons trucs. Parce que le rap, c'était surtout grâce au secteur 1 que le rap, ça a percé comme ça. C'est eux qui ont amené la vague pro, crossover avec la télé, tout le système médiatique. C'est les premiers qui ont fait ça à grande échelle, quoi. Non, mais c'est fort. Ok.
D'accord. Et est-ce que t'as quelque chose à rajouter sur cet album ou... Non, big up, hein, je savais pas que cet album il allait marquer comme ça. Je te le dis, ça a marqué énormément de gens. Et alors, je reviens peut-être un petit peu en arrière, mais je voudrais qu'on parle de DJ Inoff. Je sais que t'as fait un passage aussi. J'étais avec Ex Nihilo. Alors, c'est DJ Inoff 96. C'est les faux, je sais plus quoi. Alors, pas que ça à foutre de faire les faux. D'accord. Moi, j'avais marqué trop de faux. Trop de faux. Trop de faux, il s'appelle le morceau. Voilà. C'est vrai. 97. Comment tu l'as connu, DJ Inoff Par Ex Nihilo. Alors, je sais, c'était un des deux Ex Nihilo qui a eu le plan par. Ah oui, parce qu'ils avaient une manageuse. Voilà, c'était l'époque des managers. Ok. Charlotte, qui traînait en boîte et là où il fallait dans les soirées. Et elle avait appris que DJ Inoff, c'est le premier DJ Quinry qui a fait une compile, qui est venu faire une compile ici avec des artistes français. Et chercher des morceaux. Et on a fait pareil, on a fait un morceau exprès pour eux. D'accord, c'est ouf. Voilà. Et pareil, il a fait sa compile. My Definition of Hip Hop, volume 1, je crois. Ouais, volume 1. Ouais, parce qu'après, il a fait un volume 2, exact. Mais plus tard. C'est quelque chose. Ouais. Non, gros big up à lui. Et alors, du coup, tu as sorti ton album, on est vers 97-98. On pourrait s'imaginer que tu vas enchaîner plein de projets, mais ça n'a pas forcément été le cas. Pris. J'étais un petit Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu Non. De ton point de vue. Hein. Oh là là. De ton point de vue. Comment l'expliquer? C'est la jeunesse. Voilà, j'étais jeune. T'étais peut-être pas prêt encore. J'étais pas là-dedans. Okay. Je voyais pas C'était pas comme aujourd'hui. Je voyais pas ça. J'avais cet esprit de compétition de rappeur. Ça, je l'ai toujours eu. Ça, j'ai toujours. Et c'est ça que j'ai gardé en fait. Okay. J'ai continué à tourner en tant que rappeur, en freestyle partout, les compiles, les mixtapes. Et je me suis endormi sur le côté carrière. Allez, ça m'a saoulé. Ok. J'étais pas dedans. Puis de toute façon, le message passait pas. J'étais trop jeune. Voilà. J'avais pas de structure autour de moi. J'étais un sauvage. Ah, mais je comprends. Ok. Donc, parce que je sais quand même qu'au début des années 2000, tu vas créer le label Blandem. Je me suis... Comme j'ai vu que je pouvais pas passer par les autres parce que j'étais pas dans le mood, dans le mood commercial, j'ai fait ma sauce de ce que moi j'aime dans le rap. Oui. Faire des instrus, produire des morceaux, écrire, et c'est là que j'ai commencé je me suis installé en 2004. D'accord. J'ai installé ma première config, et puis j'ai maquetté des morceaux toute ma vie. Et après ça a commencé les projets que je fais tout seul avec ça. Des trucs tout seul, voilà, c'est ça. T'as commencé avec Franc-Tireur Légitime, donc les prémices en 2006. J'ai commencé en 2006, j'ai sorti le 20 titres avec Mad Kill, les prémices 2006, 20 titres inédits. Après j'ai fait la mixtape Légitime en 2010, 10 titres inédits. J'ai fait Papi Trap Tape, 20 titres trap en 2015, ouais, j'ai enchaîné. Et pendant ce temps-là, j'ai enregistré les boss du rap que j'ai sorti après. J'ai sorti les 3 premiers volumes sur 5. Bien sûr. Et puis tous les inédits que j'ai à la maison, il y a des centaines d'inédits comme ça. Des albums qui sont pas sortis que j'ai fait aussi. J'ai 6 albums inédits qui sont maquettés que j'ai jamais sortis. Ok. Alors on va parler des boss du rap, mais j'aimerais qu'on parle parce que je sais que tu avais fait un clip à l'issue de l'album de 2006. Qui s'appelait BBK. Ah oui, tu faisais un peu une histoire, c'est un clip assez marrant à aller voir. Ça. Voilà, c'est un peu humoristique. C'était, on s'est tous mis dedans comme ça. On s'est tous souvenir. On s'est tous mis dedans. C'était la période où on commençait à faire des clips. D'accord. Donc on s'est dit il faut faire un clip quoi. Pour promouvoir l'album et tout ça. On a fait le clip. Puis c'était juste à mettre sur quoi? Sur YouTube à l'époque déjà. Oui, sur YouTube, Et on s'est tous mis dessus, voilà, puis c'était un gros délire et on a bien kiffé. Allez voir BBK, c'est unique. Et d'ailleurs, j'ai fouiné et j'ai vu que le label, alors c'est Discogs sur lequel j'ai vu ça, j'ai vu que le label c'était Arwan ou Aaron, je sais pas comment ça se prononce. Comment ça s'explique ça, si t'as le souvenir? J'ai pas le souvenir, d'accord. Je sais pas du tout. Ok, d'accord. Mais t'avais déjà créé Blandem en tout cas. C'était produit par mon Blandem et la prod artistique c'était La Mouche. Non, comment il s'appelle déjà? Je sais plus. Ok, c'est pas grave. Le logo c'était une guêpe ou une mouche, je sais plus. Y a pas de souci. Okay. Après il a monté sa chaîne YouTube à l'époque. D'accord. Ouais.
Bah, n'hésitez pas à aller fouiner cet Ouais, album faut en tout cas. retrouver ça. Il y a des gros trucs. Hein. Je sais qu'il y avait Little P dessus aussi. Sur les prémices, qu'on il y a a Lil reçu, P, ouais, il y a Lil P, il y a Artificial. Ah, sur les prémices, il y a... En fait, à chaque fois que j'ai fait des projets sérieux, j'ai mis toute l'équipe avec, quoi. Non, bah, les c'est gens fort. avec qui je taffais. Ouais, bah ouais, à chaque fois. Bah, vu qu'on Donc ça représente des époques vraiment... c'est défini, quoi, séparé un petit peu. Non, mais c'est ouf. Et vu qu'on parle de collaboration, bah t'en parlais, on va parler des boss du rap. Est-ce que tu peux parler du concept du projet Je t'en prie. Ouais, c'était un projet... à l'origine, je taffais avec un beatmaker qui s'appelle Yenas la capsule, Bien sûr. qui est, pardon, Valdi Street, Maréchal Wawa, il a produit tous ces mecs-là, Ok. Gros Sauce. Et comme c'est lui qui nous a porté toute la technique, les plugins, les Oui. ordis, les machins, on l'appelait le boss en fait. C'était le boss du rap dans le délire. Et moi, c'était une période où je faisais des mixtapes avec un beatmaker à chaque fois. Donc, D'accord, tu moi, choisissais quelqu'un et et on ensuite... faisait 10 titres ensemble. Et j'en ai fait 5 ou 6 comme ça, je crois, avec des beatmakers différents. Et j'en ai fait une avec Yenas. Ah. Et Lion Scott, un jour, il passe à la maison. Je lui parle de ça. Il me dit, ah, mais ça, c'est un super concept. Faut faire rapper des gens dessus. Là. Je dis, bah écoute, je vais faire des duos. On était vers quelle année là 2012. 2012, ok, Ouais, il y a d'accord. une dizaine d'années. Et lui, il a commencé à ramener toutes ses connexions. Moi, j'avais installé mon petit studio à la maison. J'étais hyper efficace. Puis on a maquetté 120, 130 morceaux, Ah oui, 130 non, duos mais comme ça. C'est colossal, parce Et que là, il y a déjà 3 volumes qui sont sortis. Ouais, il y en a un quatrième qui va être Voilà. encodé et le cinquième qui est prêt aussi. Et puis, bah, allez vous renseigner. On peut pas citer tout le monde parce qu'il y a vraiment trop de monde, mais il y a vraiment, comme je Ouais, te le c'est disais, top. il y a tout le monde, quoi. Il y a déjà Eyes, l'Animalex. Il y a Karine, Oui, voilà, tu vois, mais Karine très fort, tu vois. Karine, il y a Fréco de il y a ATK, Fréco, il y j'ai a vu. Démocrate D, il y a EGM. EGM, il y a comment il s'appelle, oh là là, il y a J'ai vu, il y a Driver, Specta aussi. Specta, il y a je saurais pas te dire. Oui, bah de toute façon, allez fouiner, il y a vraiment un tas de monde. Ah, il y a des il y a des Je t'en prie, il y a des t'inquiète pas. rappeurs anciens qui étaient là depuis le début, comme Johnny Go qui a posé un morceau. Johnny Go, bah oui. On a fait podcast oui, sur Destroy et Johnny Go, bien sûr. Ouais, lourd. Allez voir. Ouais. Non, t'as vraiment, en tout cas, ramené plein de gens. Et vraiment, comme t'as dit, de toutes les époques, de toutes les générations Ah, aussi. c'est ça, on a parce qu'il n'y a essayé. pas que des anciens. Non, il y a des hein. jeunes. Non, il n'y a pas de jeunes qui ont percé, mais il y a d'autres jeunes. Il y a des jeunes qui ont fait leur... Il y a Cherio, Bah oui. un jeune qui a percé, Cherio. Il y a, comment il s'appelle? Il y a Driver, qui Oui, a fait oui. un super morceau. Il y a Animalex. Bah oui, bah bien Ouais, sûr qu'on a Alex, ton reçu aussi, photo. ouais. Et il y avait Aladoum aussi. Il y a j'ai vu. Aladoum qui a posé un morceau aussi. Très très fort Aladoum, hein, vraiment. Même si lui, il a pas forcément percé, mais quelqu'un de très respecté. Hein, Il y a Aladoum, Mourad qui a posé, paix à son Bah âme. oui, Morad, Ouais, bien lourd, sûr. qui a Ouais, posé ouais. un super morceau. Grosse pensée pour lui, bien évidemment. Bah, en tout cas, allez vous renseigner sur ces projets-là, parce que c'est vraiment, c'est vraiment varié, il y a de tout, et il y a de toutes les époques, quoi. Donc c'est vraiment le feu, et c'était Ouais, une très c'est bonne lourd. idée de le faire. Alors maintenant, je te propose qu'on parle de l'album, ton dernier album, La vie d'un Blandem. 2018. Voilà. Parle-nous un petit peu de la création de cet album, je t'en prie. Bah, fallait que je pense. Moi, j'aime bien tous les 10 ans faire une espèce parce que c'est pas moi qui l'a fait, mais comme le hip-hop, ça revient toujours sur les 10 ans, les 20 ans, les 30 ans. Donc tous les 10 ans, je fais un petit bilan et je me dis, il faut que j'ai sorti un album solo, comme je te disais tout à l'heure, concret, Bien travaillé exprès spécifiquement pour ça, au moins un par 10 ans, quoi. Donc en 97, j'ai fait Gaz Mon Petit, 2006, j'ai fait Les Prémices, et puis 2018, j'ai fait La vie d'un Blandem. C'est mes 3 albums que j'ai sortis, parmi tous ceux que j'ai maquettés, c'est les 3 sur lesquels je me suis Ok. pris la tête pour les sortir. Non, bah, Ils c'est fort. représentent 3 époques, parce qu'il y a 10 ans d'écart. Ben, c'est ça, entre chaque. et en plus, bah, c'est ce que j'allais te dire, c'est que sur cet album-là, on sent que bah, c'est presque trap en fait, ton flow en tout cas. Ah, j'aime bien. C'est parce Et ça te va bien d'ailleurs, hein, Ah, bah, vraiment, merci. allez écouter, hein, t'es crédible quoi, tu vois. Ah, mais tu me fais plaisir, parce que moi j'ai aimé ce tournant-là qu'il y avait à prendre un moment, là. Parce qu'à un moment, le rap boom bap, comme on dit, Mhm. il a un peu été pris de court par toute cette par la trap, par la crunk, par tout ça, Bien pour sûr. les Nelly, il a bien changé le truc, tu vois, tous ces trucs. Et après, fallait prendre aussi il y a toujours un virage à prendre dans le rap, c'est comme ça.
Depuis le début. Les depuis influences, bien sûr. Depuis les années 80, tu te retrouves très vite ancien, et après très vite il y a une nouvelle école, et ça s'arrête jamais en fait. C'est ça. Et en plus, on va pas se mentir, le flow, trap et tout ça, ça se rapproche quand même du raga. Hein. Dans la façon de poser rythmiquement, je trouve. Je crois que ça vient d'Amérique du sud des États-Unis, donc c'est plutôt un truc de campagnard, je crois. Hein. D'accord, ok, je suis pas calé dessus. Ouais, la crunk, c'est à la base, c'est pas trop raga, je sais pas si c'est des ragaman, parce que les mecs d'origine jamaïcaine, ils sont plus dans les grandes villes. Oui, ils sont plus à New York, à LA, mais là, je sais pas si comment ils s'appellent, les premiers, les Lil Jon. D'accord, moi j'en écoute très peu, je suis vraiment pas calé là-dessus, désolé. Ah ouais, d'accord. Ouais, mais... La trappe, aujourd'hui, on va dire ils vont te dire que c'est Lil Wayne qui a fait tout le taf, quoi. Tu vois, mais il y a eu les Lil Jon qui ont fait de la crunk un peu hardcore à brailler là-dessus. Tu vois, il y a eu toute cette période-là. D'accord, ok. Et ça vient du sud des États-Unis, quoi. Ok. Et sur cet album, il y a aussi beaucoup de featuring. Tu peux nous parler un petit peu des feats qui apparaissent pareil, comme d'hab. Sauf que cette fois, au lieu de... Si, il y a un morceau où on est tous ensemble. Ouais. Où j'en suis, ça s'appelle. Yes, bien sûr. Mais j'avais envie de placer des duos parce que j'avais déjà 20 ans de plus que quand j'ai fait mon premier album. Donc j'avais un autre rapport avec mes potes, quoi. Normal, bah oui. Et donc c'est des rapports de son plus profonds, quoi. Ok. Je leur ai proposé des duos spécifiques pour l'album. Bah c'est mortel. Bon, en tout cas, cet album, je le conseille à tout le monde. Il est sur les plateformes, hein, il me semble. Ouais, carrément. Ouais, il est trouvable. Puis Fredo, La vie d'un Blandem, tu tapes sur Google, il te le sort. Non, mais ça, en tout cas, ça tue. Allez l'écouter. Et j'aimerais qu'on parle parce que t'as fait une apparition sur un projet récemment, sur le projet Piqûre de rappel. Ah ouais, de exact. DJ Silouane, le DJ de Nos. Et Nos, bien sûr, oui. Nos, un rappeur. On a plusieurs sons ensemble, ça y est. De Nos, depuis qu'on s'est rencontrés, on enregistre ensemble, on traîne ensemble. J'aime beaucoup Nos, son style, ça, vrai. Bon, en tout cas, on vous met le petit carré. De rappel, comme ça, vous pourrez l'écouter. Et puis, big up à toute cette équipe, hein, les Cash Kun et tout ça. Voilà, ils font des super trucs à aller fouiner. Alors, on arrive bientôt à la fin de l'interview, Fred. Est-ce que t'as des projets à venir, des choses qui se préparent ou pas spécialement, t'es pas obligé. Je fais des sons, hein, tu me retrouves sur Insta, Facebook, YouTube, je mets mes sons. Oui, on met toujours le Insta de l'invité en fin d'émission, n'oubliez pas. Pour pas perdre la main, je pose des couplets, après je les écris sur Insta, je les mets en vidéo. Là, j'ai le volume 4 des Boss du Rap qui est prêt à être encodé, que j'ai masterisé. Donc c'est pour bientôt. Ouais, j'espère peut-être pour Noël, je vais le faire. Ok, ce serait bien. Et après, je sortirai le 5 au printemps, puis les 100 titres, ils seront sortis, c'est beau. D'accord. Et ça tue. En tout cas, c'est un gros travail. Alors, tu sais, avant de clôturer l'émission, j'ai ma petite question traditionnelle compliquée, tu sais. Ah ouais. C'est, alors, si tu devais, on va dire, te résumer, comme s'il y avait une bande originale qui devait résumer Papy Fredo, tu peux choisir quelques albums ou quelques morceaux, comme tu veux, ou même des artistes. Voilà, 3-4 artistes comme ça qui te représenteraient, on va dire. Ou 3-4 albums. Prends ton temps. De toute musique confondue, ce Bob que tu Marley. veux. Ok. Black Uhuru, j'allais dire. Oui, oui. Bob Marley. Combien t'as dit? Comme tu veux, allez, tu peux en citer 5-6, y a pas de problème. Black Uhuru, très fort. Ouais. Burning Spear. Shabba Ranks. Ok. Benny Man. On est dans le raga, ok. Redman. Oui, KRS-One, obligé. Dr. Dre. Je pense à The Game, j'aime bien. Ouais, The moi Game. aussi. Les albums qu'il faisait là, il y a une dizaine, quinzaine d'années. Busta Rhymes, obligé. James Brown, je reviens là sur quand j'étais plus petit. James Brown, George Benson, j'adorais le quartet. Miles Davis, j'avais ça aussi quand j'étais petit, Miles Davis. Qui a collaboré aussi d'ailleurs. Après, Kizzy Moby, je crois. Ils avaient fait un album ensemble. Lourd. Enfin voilà. C'est varié en tout cas, mais c'est bien. Merci Papy Fredo en tout cas, franchement, ça déchire. En tout cas, voilà, comme je l'ai dit en fin d'émission, on met toujours les coordonnées, Instagram, etc. de l'artiste. N'hésitez pas à aller voir. En tout cas, moi, je te remercie beaucoup. Merci à toi, merci. Franchement, parce que, voilà, je te le dis, on te suit depuis des années. Je sais qu'il y a des gens qui seront très contents de te voir. Voilà, ça vraiment. fait plaisir. Et voilà, parce que je sais que tu n'es pas forcément conscient de l'impact que tu as eu, je le sais.
Mais moi, je te le dis, il y a vraiment beaucoup de gens qui te suivent. Et bah voilà, t'as laissé une trace et tu peux être fier de toi. Écoutez mes sons sur Insta, hein, je lâche pas. Je lâche up, ça continue. Oui, bah oui, t'es toujours en forme, c'est important. Oui. Et bah d'ailleurs, oui, aujourd'hui, mais ça fait longtemps, t'es coach sportif, hein, c'est ça, hein, c'est bon, ça fait 30 ans que je fais ça. Voilà, c'est ça, donc tu vois, bon bah. C'est ça, l'avantage d'être un vieux, t'as mis du temps à faire les trucs, c'est bien. Ouais, mais tu fais pas ton âge. Bah écoute, je taffe. Il y a que ça de vrai. Bah voilà, je te remercie beaucoup, je remercie Osmose, hein, toujours à la technique, je remercie tous ceux qui nous suivent, hein, qui mettent des petits commentaires. On revient avec des chroniques, des interviews, on lâche rien. Merci à vous d'avoir suivi l'émission, il est maintenant l'heure de quitter la maison. On se retrouve très bientôt pour une prochaine de The Doghouse. Yeah! Big up.